Bonjour à tous et merci à ceux qui sont assis à côté de moi d'être présents. D'abord, il me faut un grand honneur de venir me rendre visite et ensuite, nous sommes réunis ici à la commune du Gama à l'initiative de Garcin Malsa, qui est toujours, il faut le dire encore. Et il me rappelle étrangement l'arbre qu'on appelle immortel. Je ne souhaite pas qu'il fasse comme lui, qu'il vieillisse trop vite. Mais enfin, c'est quand même remarquable que tout le monde a oublié la Satarama. Tout le monde, au contraire, vive la Satarama, vive le tourisme avec des phrases idéologiquement dépourvues d'humanité et d'intérêt. Et puis, on s'endormait en quelque sorte. On s'endormait et grâce à votre présence et grâce à Garcin et à d'autres qui sont ici présents, le mot Asatama va revenir à la surface. C'est important. C'est plus qu'important parce que on a tout doucement, malgré les luttes, malgré les combats menés par les écologistes, par les politiques aussi qui s'intéressaient aux problèmes de l'environnement, malgré tous ces combats, malgré ces dénonciations officielles avec la télévision, avec tout ça à l'aide, le pouvoir, avec un grand P, fait ce qu'il veut quand il veut et à n'importe quel moment. Et quelles que soient les conséquences. L'exemple le plus typique, c'est ce que nous avons vu de celui qui a construit une grande surface en plein mangrove et qui n'a provoqué aucune alarme morale chez les intellectuels. Et c'est une réalité. Je ne demande pas, moi, j'ai été militant dans ma jeunesse, je ne demande pas de faire comme moi j'ai fait, j'ai peut-être mal fait. Je ne demande pas non plus de refuser systématiquement tout ce qui vient de l'extérieur, mais ce que je remarque dans ma solitude politique en quelque sorte, et j'en discutais avec mon ami Félix, cette espèce de chose que nous avons en plus par rapport à d'autres. Et nous en sommes fiers. Lorsque 10 personnes se trouvent devant un poste de télévision et voient la Martinique saccagée, le mot saccagé, c'est sur 10 personnes, il y en a 2 qui disent que la Martinique est saccagée. Et il y en a 8 qui disent que la Martinique est en plein développement. Tout le problème est là. Tout le problème, c'est qu'à travers des astuces économiques, faussement économiques, parce que aujourd'hui j'embauche 10 personnes et je mets dehors 11. Le 11e, on ne sait pas qui c'est, mais ça fait rien. C'est pour vous dire jusqu'où la débauche est plus importante que l'embauche à la Martinique. Ce qui me frappe surtout, c'est l'absence de l'intellectuel, de la raison de penser des Martiniquais et des Martiniquaises. C'est-à-dire d'accepter tout ce qui se passe simplement au nom d'une chose, ça rabaille travail. Et moralement, ça détruit une chose chez nous, c'est le respect de l'argent. Le respect de l'argent, c'est-à-dire le respect du travail et de l'argent en même temps. Et c'est un des aspects que les écologistes ont toujours défendu. Alors, je vous présente ma maison, et tous les masques que vous voyez là, c'est des masques de 38 pays que j'ai eu l'occasion de visiter dans un petit voyage. Et je m'adresse aussi à eux. Eux aussi font partie du monde. Il y en a parmi eux des écologistes. Il y a des pays africains et des pays asiatiques qui sont écologistes dans l'âme. Mais 9 fois sur 10, ils échouent parce que le mensonge et l'argent roi les dominent. Alors je vous demande simplement d'y penser dans tout ce que vous faites, de comprendre que l'autre a besoin de travailler, à tel point qu'un jour, dans une conférence, je me suis permis de parler d'industrialisation et de dire aux conférenciers, mais pourquoi tu ne crées pas des usines à bordel? Des bordels à usines, exactement. Ce serait idéal, ça aurait donné du travail à un certain nombre de femmes qui ne travaillent pas, puisque si on parle uniquement du travail, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas d'efficacité, il n'y a rien. Il y a simplement aller travailler, mettre un uniforme et gagner de l'argent. Donc la moralité, si ça ne s'inscrit pas dans le problème du développement, nous sommes foutus. Et d'où l'importance des écologistes, mais pas seulement des écologistes, de tous les militants écologistes qui doivent tous les jours protester et
d'être fier d'avoir ce petit chose en plus, être sensibilisé par une feuille verte, par un oiseau qui vole, par un poisson qu'on mange. Et pour finir, je vais vous faire remarquer que l'écologie est arrivée à un tel point que la commune du Diamant, quand j'étais gamin, et nous tous, nous venions manger du poisson au diamant. S'il y a une chose aussi rare que le poisson au diamant, il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus de poisson au diamant. Il y a des McDonald's. C'est l'exemple de l'écologie et de l'agriculture. Alors, Félix Houton, médecin de formation. J'ai exercé pendant plus de 40 ans presque cette profession-là, comme mon ami voisin. Mais je dois dire que la chose qui m'a le plus préoccupé quand je suis arrivé, c'était la Martinique. Je n'ai pas vécu en Martinique longtemps. J'ai été en Afrique pendant 10 ans avec mon père. Je suis arrivé ici 10 ans, lycée Schellcher, des études sérieuses à faire, et puis médecin. Comme on dit, la Martinique, je l'ai aimée et découverte pratiquement dans mon adolescence. Et je l'ai intégrée comme quelque chose de positif. Pas quelque chose de naturel, qui m'était dû et qui est, comment dirais-je, un don de Dieu. C'était un pays dans lequel je me reconnaissais. Et durant mes études, j'ai tout de suite vu que ça me manquait. J'aspirais à venir. J'ai vécu un racisme en France, anti-arabe, et j'ai vécu finalement en Algérie où j'étais un racisme tout court. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on intègre dans sa psychologie, dans son esprit, dans son intellect, qu'on a un ancrage quelque part, un pays quelque part. Mais il se trouve que mon histoire à moi a fait que j'ai découvert mes racines dans ce pays-là. Mes parents sont de Sainte-Anne. Mon père était du Nord, mais ma mère était de Sainte-Anne. Famille Boudon. C'était vraiment là où j'allais en vacances régulièrement et c'était vraiment un paradis. Nous étions même amis du maire et on avait même la salle, quand j'étais étudiant en médecine, la salle de la mairie pour faire des zouks. C'était un privilège que nous semblions avoir, mais c'était un ancrage naturel, natal, dans un pays qui nous avait finalement vu faire quelque chose, apporter quelque chose au pays lui-même. Et j'ai finalement ensuite découvert quelque chose qui était désagréable, que j'avais un petit peu perçu quand j'étais lycéen. C'était qu'il y avait une Martinique, mais il n'y avait pas un peuple martiniquais. Il y avait des gens qui faisaient des pressions libérales, autour de moi ce qu'on disait, pour échapper au monde économique qui était cette descendance issue des propriétaires d'esclaves et qui finalement avait gardé une sorte de pouvoir que leur avaient accordé tous les gouvernements français. C'était les amis de l'État français. C'était leur point de chute. C'était leur exécutant même peut-être. C'était la preuve finalement que la France évoluait, mais qu'eux, ils étaient bien enracinés, que la France tenait à eux parce que c'était le lien avec le futur de la France. Comme on le voit, on le devine, on le subodore mal ces jours-ci. Et puis est arrivé donc cet événement, ce projet qui était développé par un député de renom à l'époque. C'était le député Becquet, disons, à l'époque. C'était donc... Césaire. Non, Sablé. Que j'ai jamais connu. De réputation, oui, mais j'avais fait de ce personnage un complice intouchable des Becquet. Du monde économique, pour ne pas vexer du monde et de dire que je suis un... Non, c'est pas vrai. J'ai beaucoup d'amis Becquet. J'ai soigné pas mal de Becquet. Ils me connaissent. Ils ont quand même lié des liens avec moi qui sont des liens humains normaux. Je n'ai pas de soucis particuliers dans mes relations. Mais je parle de ce qui est et qui, à la lumière de mon vécu
d'organisateurs de clubs nautiques, a pu voir finalement à maintes reprises ce qu'est vraiment une éducation béquée. Je ne dis pas les béquets, une éducation béquée. Là, Saint-Ama, je crois que tout le monde connaît, pour rester à ce niveau-là pendant quelques secondes encore, c'est un choc. C'est un choc. Le maire, c'était... À l'époque, Chavert. C'était Chambert. Oui, que je connais, qui faisait très mal. J'ai même oublié Chambert. Le combat qu'on menait, c'était contre un groupe économique qui voulait imposer sur le littoral, la plus grande plage des Salines, une espèce d'étalage touristique du savoir-faire dans un accueil très particulier pour les touristes, des gens qui trouvaient dans cet espace-là et dans cette formule-là des moyens de gagner de l'argent. C'est un investissement. Un investissement sous couvert d'une approbation de l'État. Parce qu'il faut dire que l'État ne nous a pas suivis dans cette affaire. On s'est retrouvé à nous battre contre l'État et le groupe économique en question. Et le problème en ce sens, c'est quoi? C'est que l'État nous avait dit, mais les 50 parts inaliénables, etc., qui sont le domaine de l'État, vous ne devez pas y toucher. Donc on était exclus d'une partie de la Martinique. Et on réservait cet espace de la Martinique, sous couvert de touristes, etc., à un groupe économique qui aurait fait, dans l'animation de cet établissement-là, pratiquement l'appui et le bouton. Et on s'est battu sur tous les plans. Le plan de la discrimination, le plan on nous enlevait une partie de notre patrimoine culturel, etc. Bref, on a été très ferme. Et finalement, Sablé n'a pas pu tenir. Sablé n'était pas le rempart suffisant pour pouvoir faire comprendre aux nègres que nous étions qu'il était d'accord avec le groupe économique parce qu'il y allait de l'avenir de la Martinique. On n'a pas joué ce rôle-là. On s'est vraiment mis contre, et avec toute la bourgeoisie, l'aristocratie martinique, entre guillemets, etc. Finalement, ça faisait beaucoup trop de monde en un petit lieu, et l'État a été obligé de faire comprendre, je crois que c'est l'État, que son domaine privilégié du littoral, il faut quand même que je le fasse respecter. C'est l'État qui a calé. C'est pas le béquet. C'est l'État qui s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas mettre à ce niveau-là un affrontement entre un groupe économique sur lequel il tenait et puis nous. Et c'est ainsi qu'on a gagné. C'est pour cela qu'on a gagné. L'État voit très bien à un moment donné qu'il ne faut pas aller plus avant parce que les choses deviennent insoutenables. On ne peut pas développer une argumentation là-dessus. Le pays est petit et prendre cette plage qui était le symbole de ce qu'on pouvait trouver de mieux dans un pays paradisiaque, le climat, etc. C'était vraiment trop. Et finalement, on a gagné. Et puis, depuis qu'on a gagné, c'est le calme apparent. Sauf ponctuellement, et Garcin, tu en sais quelque chose, tu en diras quelque chose que tu voudras. Tu as vraiment été malmené par la préfecture, pas par tout le monde, dans ce petit coin de mangrove où on a vu vraiment s'ériger une construction mercantile, un commerce de produits importés, pas de produits martiniquais. Autrement dit, l'État a fait une fleur au groupe en lui laissant une partie de ses prérogatives pour finalement développer le pouvoir économique français. C'est la France qui s'enrichit à travers ça. Comme partout il y a des libres services, etc. C'est la France qui s'enrichit. L'autre n'est qu'un marché, un étalage de produits faits ailleurs. Et puis j'ai eu un vécu spécial. C'est pour ça que je tiens à y être aussi. Qui va faire une transition. Je sais pertinemment qui est derrière ça. Je sais pertinemment parce que j'ai eu un premier problème quand j'ai voulu, pour être dans le domaine que celui de l'éducation des jeunes martiniquais à la pratique de leur environnement marin et de leur environnement, on dirait, insulaire, pas très loin, tout près. J'ai quitté le club de la voile, avec
quelle critique de mes amis, pour chercher. J'étais installé à la Grand Voile. C'était une place récupérée sur des ordures, les déchets de la ville, qui étaient entassés là. On avait créé donc cette structure. Je l'ai comme dès le début, je venais d'arriver de France. Je l'ai installé à Saint-Ville et je savais que ça allait venir. Bon, j'ai pris mes premières leçons tout seul, là, sans école, mais la mère m'a tiré. J'ai pris donc mes dispositions, j'ai pris ma barre et puis j'y suis allé tout seul apprendre. C'est difficile et je ne pense pas qu'il faille faire la même chose que moi. Le processus que j'ai suivi m'a mis en face de l'État français pour trouver un site pour mettre une école de voile avec un espace suffisant, abrité, pour que les enfants d'âge scolaire qui n'avaient jamais pratiqué puissent maîtriser la mer. J'ai cherché partout. Ça a commencé en 1973 avec un petit Zodiac, Félix Rémillon, un très bon ami. On a pratiquement longé toute la côte, partout, depuis le phare jusqu'au Coe du Lamentin. Et puis j'avais trouvé une petite plage de sable magnifique au pied de la Pointe des Griffes, à côté d'une paroi, d'un mur du quai de Fort-de-France. Et sur cette plage immense qui n'était pas praticable à pieds nus en tout cas, parce qu'il y avait toutes sortes de choses, il y avait des antennes de transmission internationale, les chasseurs allaient là aussi, mais c'était un endroit paradisiaque. La plage était assez large et je voulais, donc j'ai fait une demande pour avoir mon club là. Non seulement l'État s'y refusait, le port de Fort-de-France s'est opposé, j'avais même pas la mairie avec moi, et j'avais l'armée, la marine, mordicus, je les ai vus. J'ai vu l'amiral, j'ai vu les responsables de la zone de la pyrotechnie de la Pointe des Sables. C'était un non ferme. J'étais en plein d'une opposition. J'ai vu à un moment donné, avec l'autorisation du président du conseil général de l'époque, qui était le maire de Saint-Joseph, Maurice, une autorisation d'aller voir le ministre de l'équipement qui passait et qui était reçu au Méridien. J'ai essayé de patient, je suis allé à l'invitation qui m'avait été accordée grâce à l'invitation qui m'a été accordée. Quand la réunion est terminée, j'ai donc abordé d'office le ministre qui venait sur la terrasse. J'ai dit écoutez, monsieur le ministre, voilà, vous voyez cette baie, elle est magnifique. Vous voyez en face, il y a des antennes, etc. Et il y a une très belle plage. Les enfants de la Martinique n'ont aucun endroit où mettre une école de voile. Les structures nautiques nous sont interdites à Fort-de-France. Il nous faut vraiment avoir au moins cette plage pour pouvoir créer une structure pour mettre les enfants martiniquais dans ce fond de baie. Je suis en plein dans le sujet. C'est pour ça que je suis précis là. Je sais de quoi je parle. Il m'a dit, mais oui, mais voyez ça avec la jeunesse et sport. Et à côté du ministre, il y avait un ingénieur qui a dit, mais oui, mais je suis breton, moi j'ai un bateau, j'ai pas besoin de club de voile pour faire de bateau. Je dis, oui monsieur, parce que vous êtes déjà ici, et là vous avez ce que vous n'avez pas là-bas. Et nous n'avons pas encore ça. C'est tout ce que je lui ai dit. Je suis parti, je suis arrivé à la jeunesse et sport, j'avais déjà vu la jeunesse et sport. J'ai répété ce que m'a dit le ministre. Rien à faire. Ça ne marchait pas. Et alors j'ai cherché encore. Et la préfecture avait ma demande. On m'avait fait savoir que de patienter, peut-être ça viendra un jour, qu'on comprenait mon projet, etc. C'était indispensable, c'est vrai, les enfants martiniquais sont des insulaires, on a besoin de voir. Tout, c'était vraiment très bien. Et puis je trouve le Mont Cabri. C'est difficile, Mont Cabri, pour faire la voile. Je trouve le truc est incroyablement favorable à une pratique, une formation à une pratique là-bas. Il y a un plan d'eau d'une sécurité totale. On a fait la plage, on a aménagé, on a fait une demande avant de faire la plage, tout ça. Ça demandait 3, 4, 5 mois. Finalement, ils ont dû voir, venir, etc. Et j'ai eu l'accord. La préfecture a accordé au docteur Félix Douton un espace de 2 hectares et demi appelé Mont Cabri pour créer une structure de formation de l'enfant à la pratique de la voile qui s'appelle le Mont Cabri.
Félix Houton, père d'Ornotti. J'ai obtenu ça, et puis 8 jours après, on me dit, top, attention, il y a une structure économique qui a fait une demande. J'ai attendu 8 jours. Je vois apparaître sur le Mont Cabri un matériel verni, articulé avec des tubes en cuivre d'une grande finesse, qui entourait tout le Mont Cabri, sauf la plage. On a tout pété. On a tout cassé. C'est pas ça qui a fait quelque chose. Quelques jours après, on a une réponse définitive. Donc, on commence à déboiser juste ces petits paltuviers qui étaient, etc. Je dis ça pour calmer mon ami. Mais on n'a pas touché à Allemand. Assis, on n'a pas touché. On a déboisé quelques arbres aussi là pour nettoyer un petit peu, avoir une petite vue, mais les arbres essentiellement. On a numéroté les arbres. On a numéroté, et on a demandé c'était notre ami Yo-Yo, le géomètre. Je suis long. Je suis un peu long. Je suis un peu long. Non. Et donc on a laissé des arbres, dont un fromager. Si bien qu'un jour, je reçois du petit gardien du club là, une confidence. Docteur, au Lamentin, on s'est réunis, il y a des gens qui se sont réunis, et ils ont dit, le docteur Newton, pas garder comme ça, c'est un chien bois, il fait pour fromager là. Faut de nous couper, voilà. Docteur, ça s'est passé. Moi, je parle français. Docteur, ça s'est passé. Aucun d'eux ne voulait couper le fromager. Autrement dit, j'étais protégé par un arbre que je connaissais bien en Afrique. Le fromager. C'est un détail, mais c'est incroyable. Notre population est telle qu'elle est manipulable par n'importe qui. Le fromager est là. Et alors, quand j'ai proposé donc le projet à M. Patient, il s'agissait de faire le chemin. On n'a pas créé le chemin. Nous n'avons pas créé le chemin. Il y avait une voie ferrée. On a voulu simplement mettre le chemin sur l'assise constituait la voie ferrée. On n'a pas coupé une seule. Difficile de se croiser d'ailleurs. On a vraiment respecté l'embase du chemin de fer. Juste 1 kilomètre, ça fait 1 kilomètre 300 pour arriver en ligne droite au Mont Cabri. C'est un îlet. Ça n'a pas été fait. J'ai un coup de téléphone de M. Gracian. Docteur, c'est fichu, on ne peut pas aller plus loin, excusez-moi madame. On ne peut pas aller plus loin, l'obstacle est de taille. C'est la Chambre d'agriculture qui refuse qu'on touche à ce chemin, qui est propriété de la Chambre d'agriculture, et la mangrove, il la protège aussi. J'ai dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai dit, je vais voir, il me dit, faites ce que vous voulez, mais moi je ne peux plus. Je soignais le préfet de la région, M. Noirocosson. Vous avez connu certainement. M. Noirocosson était mon patient, il était un ami, très bon ami. Je lui téléphone, il me dit, venez à la résidence, je suis à la résidence, je lui explique tout. Il me dit, je vais voir ce qui se passe à la préfecture. Le lendemain matin, il me dit, l'obstacle est levé. Il s'agit de la Chambre d'agriculture et le groupe Péquet derrière qui a décidé qu'on ne va pas investir, qu'on n'avait pas investi au Mont Cabri. C'était déjà un combat que je menais seul. Pratiquement, les copains, effectivement, c'était seul. Finalement, on a fait le chemin. Quand on a fini de faire le chemin, j'ai pas fini avec toi. Il y a du monde, des invités de M. Gracian, le conseil municipal, dont Pierre Zobda Pitman, un monsieur qui était mon directeur d'hôpital, puis j'étais aussi hospitalier, et conseil d'administration de l'hôpital, et puis il arrive, etc., il voit ça, il dit ça, il va... C'était silence complet, c'est une visite de terrain, de chantier, etc. C'est la première fois que le conseil municipal venait, et lui aussi. Et puis, j'entends encore ce hurlement de Pierre Zobda Pitman. Messieurs, donnez au docteur Doutan tout ce qu'il veut. Ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose. J'étais bondé. Et puis,
ça s'est calmé. Je me sentais chez moi. Le premier adjoint, c'est ça. Vous avez arrêté là. Comment s'appelle-t-il Gratien était là. Tout le monde s'en va. Et puis je vois un petit personnage discret qui a tout suivi, qui a tout entendu. C'était le secrétaire de la SOPAMA. Pierre Pavidas. Représenté à la SOPAMA. Il était là. Je l'avais pas vu. J'étais en business, là, Mangrove, qu'est-ce qu'il va me dire? Mais il est venu vers moi je n'osais pas, je suis venu vers lui alors, là je marchais carrément, il me dit, vous êtes le docteur du temps, vous êtes le président du club, etc. J'ai dit, oui monsieur Davidas, je vous connais, je vous reconnais. Qu'est-ce que vous allez faire de la Mangrove? Ouais. On ne va pas y toucher, monsieur. On ne va pas y toucher. Le minimum qui sera, ce sera probablement une conséquence d'une vie pour des enfants, etc., à les amener, etc., à les ramener, mais on ne touchera pas la Mangrove. C'est un abri anticyclone. C'est la plus belle mangrove de la Martinique est là. L'espace qui est devant est d'une, quel que soit le temps, cyclone, raz-de-marée, est absolument tranquille pour les enfants et c'est un abri bateau. On va faire en sorte de cohabiter, évidemment, faire que culturellement on soit reconnu, etc. Et puis les choses se sont passées très bien, sauf, et je continue, un jour, c'était pas encore aménagé, il n'y avait pas encore l'appontement. Je nettoie mon bateau, ça s'appelle un requin, un bateau en bois de compétition, sur le plan d'eau, en train d'enlever finalement les algues qui forcément sont là. C'est un dimanche matin. Vous notez tout ça. Très important. Un dimanche matin. Tant pis pour lui s'il est venu là. Un dimanche matin. J'étais seul. Je vois arriver 2 personnes. Jojo Bagoué, mon très très bon ami, suivi par Bernard Ayotte. Dans ma tête, pour moi, Bernard Ayotte était l'homme de l'économie antillaise, de l'économie martiniquaise d'importation, etc., ou de production, au-dessus du lot. Pour moi, c'était un personnage. Je ne suis pas descendu. Je ne suis pas descendu. Je continue à terre. Je continue à brosser mon bateau. 3 quarts d'heure après, ils sont partis. Je ne suis pas descendu. Bien m'en a pris. Le lendemain matin, Jojo me téléphone et il me connaît. Vous mettez tout ça sur mon testament. Il me téléphone et il me dit en riant, Félix, au fond même. Et puis il rit. Il me dit, monsieur Ayotte a dû partir, il a attendu beaucoup. Et il demande, malgré ça, à être membre de ton club. J'ai dit oui, et pourquoi? Il ne fait pas de bateau. Non, mais la structure, l'endroit, le paysage, tout ça, ça lui plaît. Et il pense que c'est une ouverture, effectivement, que j'ai bien fait. Il va soutenir l'école. Et pour cela, il propose une cotisation qui était presque 10 fois celle d'un normal. Il me dit, sur la colline, il y a une petite maison en briques, en ruine. Il souhaiterait l'avoir aussi pour mettre ses installations. Je vois qu'il parle, je dis, mais je ne l'ai pas vu monter là-haut. Donc il est venu avant. Il était venu avant. Tant pis pour lui si je dis ça. Je déduis que M. Ayotte est venu avant. Et qu'il voulait donc obtenir le site. Il demande la maison, un petit chemin pour aller vers ce qu'il n'y a presque pas de mangrove. On va pousser la mangrove et puis il rigole. On va faire mangrove avec son appartement et son petit bateau. Et il me dit, il te demande finalement de l'accueillir. J'ai dit, Jojo, c'est non définitif. Il m'a dit, bon d'accord, je transmets, tu transmets. Voilà mes derniers rapports avec M. Ayotte. Ouais. J'ai beaucoup d'amis du groupe dit Béquet, comme on l'appelle Béquet.
des Français de France, de la France coloniale. J'ai beaucoup d'amis. On se respecte. Mais il y a plus grave que ça. Il y a plus grave que ça. Il y avait à Saint-Ahama, Sablé a été battu, j'ai soutenu Mitterrand, j'étais président de son comité de soutien, et je reçois une invitation à rencontrer 3 béquets à l'université anti-Guyane. J'y vais, contrarié, je dis j'ai rien à... J'avais du monde. Heureusement j'avais une ouvreuse, j'ai dit bon, j'y vais. Je vais et il y avait donc 3 béquets encore, qu'ils m'excusent, je les appelle béquets, mais ils se nomment comme ça aussi, je suppose. Et puis 2 journalistes. Tenez-vous bien, le Canard enchaîné et le Nouvel Observateur. La Martinique n'a pas de parti. L'économie martiniquaise n'a pas de couleur politique. C'est le pouvoir français qui manipule les béquets. Ils sont... Et pour garder leurs privilèges, qui sont des privilèges de fait, de situation, puisqu'on les a trouvés là, ils négocient avec le pouvoir français, l'espace qu'ils possèdent. Ils n'ont pas le choix. Je leur dis là, ils n'ont pas le choix. Si la France a choisi, ils vont exécuter. Mais à condition d'être les organisateurs du processus économique qui sera mis en place. Je suis invité et on me demande d'être le député du Sud. Voilà. D'être le député du Sud à la place de Sablé. Je venais d'avoir un débat avec Sablé. J'étais à l'aise. Sablé était mal à l'aise. J'ai trouvé que je l'ai dominé. Oh, mais j'ai été félicité. Et je ne savais pas qu'il avait été remercié. Donc on prenait un député de tendance mitterrandiste pour avoir finalement un relais avec le pouvoir. C'est un testament, je dis là. Avec le pouvoir. J'ai dit non. Il y avait Philippe Saint-Cyr, l'avocat. Il me regardait. J'ai dit non, c'est non. On a insisté dans non, c'est non. Alors les gars m'ont dit, quand on discute plus tranquillement, venez au François. Là, on sera plus à l'aise, on va discuter tranquillement. Je lui ai dit non. Venez quand même. Je suis allé. Je suis allé. C'est un long chemin. J'ai pas vu âme qui vive dans ce territoire. Pas âme qui vive. Je suis arrivé en bout de territoire, dans une petite case, on m'a même pas reçu chez l'un d'entre eux. On m'a mal reçu. Pour me demander ça, on m'a très mal reçu. Et d'une une petite terrasse triangulaire. Donc les 2 messieurs, faut pas dire encore béquets, j'aime pas ça. Et puis les 2 journalistes et moi, les mêmes. Et on me demande qu'est-ce que je vais faire à la Martinique. Je dis monsieur, je suis martiniquaise. Si ça a un sens pour vous, ça a un sens pour moi. J'ai une identité martiniquaise, je suis à 7000 km, j'ai des études en métropole, je suis maintenant venu en Martinique, c'est pour travailler pour ce pays-là, pour défendre les intérêts martiniquais. Je suis autonomiste. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à admettre que je puisse être responsable du développement du pays? Je veux que ce pays s'enrichisse par lui-même, en lui-même, intrinsèquement, par tout ce qu'il peut faire, produire. Ils m'ont pas dit non. Me dites, on attend votre réponse. Ça ne me dérange pas. Je dis, monsieur, j'ai déjà dit non. On vous téléphone demain. Je suis parti sans répondre. J'arrive, ils ont dû téléphoner peut-être 4 ou 5 fois avant que j'arrive. J'ai commencé à 7h, très tôt le matin. Le téléphone sonne à peine arrivé, donc ils ont dû faire plusieurs essais. Alors, docteur, quelle est votre réponse? Monsieur, je dis non, c'est définitif, monsieur. On me dit, monsieur ne sera pas content. Monsieur qui laisse ne sera pas content. C'est plus... c'est le gouvernement, c'est Mitterrand. Monsieur ne sera pas content parce qu'il attendait votre réponse. Un socialiste qui dit ça pour que le Martiniquais puisse finalement être sous la coupe économique d'un groupe
Je n'ai pas compris. Je dis, monsieur, c'est toujours non. Ah, monsieur Kess ne sera pas content. Enfin, je veux le lui dire. Il attend parce que c'est le dernier jour de excusez-moi madame, la désignation des candidatures pour le Sud, là, et pour la France, et on vous attend. Alors j'ai dit non. J'ai dit, vous dites non. Du travail, etc. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Kiles me prie instamment de vous dire de ne plus jamais compter sur le Parti Socialiste. Un socialiste. Un socialiste. Voilà. Et le problème pour nous, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait en Martinique. Les 50 pages géométriques, c'est sur la propriété, c'est le domaine de l'autorité de l'État. Pour les Martiniquais. Pas pour les Français installés depuis longtemps, j'ai traduit. Le lien est toujours le même. Nous sommes affranchis, mais nous n'avons pas tout. Et l'exemple de la pointe du Marin, c'est exactement la même chose. Et un petit maire comme un petit valet, je dirais ça, c'est j'ai mieux, passe pour être celui qui fait quelque chose alors qu'il est téléguidé. Il ne peut pas avoir décidé de faire ça. Il n'est pas de la taille de comment dirais-je, de l'école en question. Il y a déjà quelqu'un qui a déjà été à côté du bien simple, de Montplaisir, etc., à côté du club méditerranéen, ça fera très bien. L'usine du Marin n'est pas loin, je suppose que c'est pas loin aussi, la petite mangrove va disparaître. Voilà le problème. Voilà le problème. Il faut absolument déstabiliser Monsieur Gimieux. On ne peut pas avoir un maire qui a l'écoute absolument non démocratique, non sans défendre des enfants de. Tu dis beaucoup quand tu dis qu'il est à l'écoute. Hein. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il est sous influence. Il est sous influence. Il respecte les ordres. Voilà un petit peu la situation. Peu de temps après l'ouverture du site, il y a eu l'élection du maire de Fort-de-France après Césaire, qui a écrit un article dans le France Antique, 3 pages, la nouvelle formule qui est en cours en ce moment, et qui a écrit un article assez long dans lequel il développait le projet de créer à partir de l'étang d'Abricots, après la marina l'étang d'Abricots, à partir la plus grande marina de toute la Caraïbe. Pour aller où? Pour aller où? Où il prendrait l'espace encore? Alors, moi, je suis au départ de la marina l'étang d'Abricots. J'étais conseiller municipal, j'avais échoué donc à l'étang d'Abricots et j'avais demandé au conseil municipal de voter pour que Fort-de-France ait un lieu d'abri pour les bateaux qui viennent, etc., les petits bateaux, peu importe, une marina. Parce que quand on reçoit des sportifs, etc., on les met sur la jetée, sur le bord de mer. Il faut que Fort-de-France ait sa marina. Et c'est moi qui les ai emmenés sur le site pour leur dire c'est là et qu'il fallait creuser pour faire ceci et mettre une école de voile dans le fond pour que tous les enfants de Traînel, etc., génimés, puissent avoir à pratiquer la voile. Et je me suis posé des questions, mais comment il va faire une marina plus grande que celle de Porto Rico, je ne connais pas, etc. Comment il va faire? Eh bien c'est simple. C'est depuis, je dis bien, depuis le Coé du Lamentin, la marina de l'étang d'Abricots, le canal du Lamentin qui conduit vers l'aéroport où il y a déjà une marina sauvage, et puis tu contournes la rivière et puis là, la mangrove de la rivière Salée. Tu fais du fond de la baie une marina. La plus belle, oui, elle sera plus belle. Mais on vous a enlevé toute identité. Toute identité. Toute prétention. Et j'ai assisté aux 6 semaines de formation au sport au centre du Lamentin, là,
Et j'ai pris la parole chaque fois en disant tous les sujets que vous abordez, que ce soit l'éducation, que ce soit la formation des enfants, que ce soit la familiarisation avec le milieu marin, etc., sont dans vos sujets. La culture, c'est tout. Il faut que les enfants de toute la Martinique, qu'ils habitent sur un Mont, dans une école au Mont-Nevers, une école au Saint-Esprit, tous puissent avoir accès au rivage le plus proche pour participer à l'initiation à la mer. Toute activité marine. Et il faut que le trajet soit gratuit. J'ai dit ça. Moi, je vais dire ça aussi, pour dire que vraiment, c'est un tout. Lucien Sidalis-Montez, qui est architecte de sa profession et qui a milité énormément en tant qu'écologiste et qui continue de militer malgré la fatigue qui pèse sur Lucien, eh bien, disait tout à l'heure, le drame, c'est qu'il n'existe pas de transition entre ce qui a été fait et aujourd'hui. Et lorsque vous racontez cette histoire de la dame, si ça avait été raconté en permanence, si les médias avaient repris en permanence à chaque fois qu'il y avait un projet sur le littoral, si les médias aidaient effectivement une association comme la SOPAMA à intervenir lorsque la SOPAMA continue de mener le combat sur la mangrove, etc., sur tout ce qui adosse et la mangrove, eh bien nous ne serions pas là. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi ce que nous faisons là aujourd'hui est exceptionnel. Et je tiens à vous remercier très grandement, mais nous allons conclure. La conclusion de toutes nos batailles, qu'elles soient menées comme celle-là d'aujourd'hui, ou simplement une interview ou un article, les conclusions ne sont pas suivies. Un simple exemple, c'est le chlordécone. Regardez comment le chlordécone se fout de notre gueule. C'est une réalité. On a même fait entrer en jeu des professeurs les plus qualifiés qui soient, mais qui a fait entrer en jeu? Ceux qui ont les moyens de faire entrer en jeu. Mais les responsables, et à un moment donné, tu as parlé de politique. Le problème n'est pas de dire parce que quelqu'un est maire d'une commune ou qu'il fasse de la politique, pour dire qu'il sait faire de la politique. C'est ça le problème. Nous avons des politiciens dans leur ensemble qui sont incapables. C'est une réalité qu'il faut dénoncer, mais nous ne dénonçons pas. Pourquoi? Parce que ce qui les intéresse, c'est pour ne pas, d'abord pour beaucoup, c'est de ne pas être au chômage. Il y a une mentalité chez certains maires qui simplement sont des suiveurs d'une politique déterminée. Quel maire a déjà pris position sur le chlordécone, à part notre ami Garcin? Et il faut qu'il se protège toujours, parce que c'est encore le seul. Bon, mais c'est une réalité. Ne pensons pas que ce que nous proposons, ce pour lequel nous nous battons, Garcin, tout le monde, tout ce que nous sommes tous ici, ne pensons pas que quand ça a été dit, que c'est pris en considération. Non, il faut que d'autres personnes s'imprègnent de ce que nous disons. Qui sont ces personnes? Ce sont nos intellectuels, ce sont nos économistes, ce sont nos intellectuels, nos professeurs. C'est des gens qui, lorsqu'ils prennent la parole, ils ne s'auréolent pas d'une époque non, qu'ils prennent la parole pour dire que ce n'est pas bon. Laissez-moi vous demander une simple question. Combien d'intellectuels, puisque nous pensons à eux, sont jamais réunis comme ici, là? Nous sommes un peu intellectuels. Combien ont déjà pris des positions fondamentales contre le chlordécone ou contre les scandales de 50 pages géométriques? Combien? Zéro. C'est le maire. C'est le seul maire. Il faut le dire que c'est encore le seul maire qui était et qui ne l'est plus. Mais c'est pas pour des raisons politiques, c'est pour des raisons économiques et stratégiques. Garcin gêne tous les futurs scandales économiques qui prennent corps et qui doivent prendre corps, parce que ce qui compte à l'heure actuelle, c'est quoi? Ce n'est plus la morale du travail, ce n'est plus le travail, la morale, c'est gagner de l'argent et faire du pognon. Et quand vous vous adressez à n'importe quel peuple, même si cette personne ne travaille pas, vous critiquez un tel qui est un voleur et qui fait du fric, la personne vous dit, mais si c'est pas fait, c'est moins grave. Parce qu'il n'y a plus de moralité dans nos rapports, parce que nos intellectuels
nos mères de famille, nos pères de famille, nos aînés, etc., ne prennent pas des positions fermes et solides pour dire simplement, nous ne pouvons pas continuer à cautionner. C'est ça le point, parce que le résultat des élections sont recensés. Alors ne croyons pas à nos victoires, nous sommes contents, mais 9 fois sur 10, pensez au chlordécone. Le chlordécone s'amuse pour l'instant, il se fout de notre gueule, il se foutra de notre gueule pendant longtemps, et puis à la télévision, on va vous montrer des petits chiffres, vous dire, vous pouvez toujours manger des patates, ça, mais jusqu'à un certain degré, alors vous faites faire une analyse à votre marché des patates. Mais qu'est-ce que ça signifie tout ça? C'est ça le problème. Dénonçons le système. Dénonçons le système avec l'appui de ceux à qui on met toujours des tapis rouges parce que ce sont des intellectuels, parce que ce sont des prix, parce que ce sont des... Oui, c'est pas suffisant. Nos artistes locaux, qu'est-ce qu'ils font? Les artistes qui dépendent des fortunes pour les spectacles, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent... Mais j'aimerais entendre de la voix de XY que nous tous connaissons. Nous condamnons le chlordécone. Ça, ce serait positif. Ça, ce serait élégant. Non, ça n'existe pas. C'est ça. Et ça n'existera pas parce que nous entretenons ces gens-là avec, excusez l'expression, la merde de la politique. C'est ça le problème. Dénonçons-la, que les intellectuels, le peuple que nous sommes, dénonçons vertement. Nous n'hésitons pas à nous montrer, nous n'hésitons pas à critiquer. D'autant n'existe pas à dire, n'hésite pas à dire ce qu'il faut. Nous tous qui sommes ici, nous n'avons peur de rien. Mais 90% de la population a peur. 90% de la population a peur. Parce que les propos qu'il a tenus, je vous assure qu'il n'y gênerait pas dans un petit milieu petit bourgeois où chacun tire sa petite... Non. Voilà le problème. J'aurais pu vous parler sous l'angle biologique. Effectivement, comme tu as dit, Garcin, effectivement, je suis né à la Pointe-Marin. Voilà, je suis né à la Pointe-Marin. J'ai grandi à la Pointe-Marin. J'ai fait de la voile à la Pointe-Marin. Mon fils, qui a actuellement 16 ans, a appris à nager à la Pointe-Marin, comme devrait le faire tous les Sétanais et tous les mois. Mon fils a appris à faire de la voile, il a fait de l'optimiste, il a fait du laser à la Pointe-Marin. Et il a fini par kayak à la Pointe-Marin. Pourquoi je dis qu'il a fini? Alors qu'il faisait partie de ce cercle nautique de la Pointe-Marin, qui, je rappelle, est là depuis 1995. Lorsqu'on est venu l'inscrire en début de saison, patatras, on nous dit, ce que je savais déjà, que le cercle nautique de Sainte-Anne n'existe plus. Alors pourquoi? Avant de dire pourquoi, mon fils, comme beaucoup de Sainte-Annais, comme beaucoup d'autres gamins qui fréquentaient ce site, comme on me dit qu'il était moribond, je me demande comment. Mon fils est H2O, voilà, à Fort-de-France. Voilà, faire du kayak. Alors, pour revenir à ce centre nautique de l'activité est arrêtée. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont été expulsés. Donc avant même de prendre la délibération, de proposer la délibération sans aucune concertation préalable avec la population, avant de prendre cette délibération, il a d'abord expulsé l'association qui était en place, le cercle nautique de Sainte-Anne, depuis 1995. Une association qui ne bénéficiait de la part de la mairie que l'utilisation de hangars vétustes. Alors, ce monsieur qui, comme par hasard, a des intérêts pour les Sainte-Annais, pour les petits Sainte-Annais, pour les amener à la mer et tout, mais surtout pour développer la Pointe-Marin, ce monsieur, effectivement, ne répond qu'à une seule attente. Mais vous voyez très bien, effectivement, qu'il y a un but sous roche. Ce monsieur prépare le terrain
d'une association, d'une seule association, comme c'est bizarre, d'une seule association qui répond à un appel à projet qui pour nous est un appel d'offres. Une seule association qui répond. Eh bien, voilà, comme un cheval de Troie, on voit bien que les glénans qui vont arriver servira de tremplin pour accélérer la privatisation de la Pointe-Marin qui est prévue, qui est en marche depuis très longtemps. Je rappelle 1969, le Club Med. Je rappelle encore 1987, la ZAC de Belfond. Et M. Jean-Michel Gimieux, actuel maire de Sainte-Anne, est en train d'assurer la privatisation totale. Il est entré, comme on dit en créole, il est en train de finir le travail. Il a fini le travail là. Il a fini le travail là, en valet effectivement des béquets qu'il est, il finit le travail. Et on voit bien le jeu. À son arrivée, là, sa première chose, c'était de donner au béquet 300 000 € pour valider un projet que le béquet d'acquisition, effectivement, que c'est un bras de fer depuis plusieurs années que Garcin menait contre ce béquet qui réclamait une bande de terre qu'on a qualifiée, qu'on a appelée la bande de Gaza, une bande de terre qui est adossée à la mangrove, donc qui fait partie du DPM, que le béquet réclame. Le béquet, quel béquet? L'usine du Marin, représentée par M. Jean-Michel de Gentil. Eh bien, sa première action, la première action du maire, est de payer le béquet, alors qu'il y a un combat de bras de fer depuis très longtemps qui est engagé avec ce béquet. Patatras, il lui donne l'argent. Il arrête tout ce qu'il y avait comme procès en cours et il paye. Alors que, soi-disant, la commune était endettée, comme on dit en créole, au Wakou. Alors que Garcin Malsa avait laissé une commune en win. Mais il trouve quand même 300 000 € pour... Il trouve encore, alors qu'il a une commune, il trouve encore 300 000 € de subventions pour mettre en place l'association. Il trouve encore, pour 1 € symbolique, mettre à la disposition de l'association une structure rénovée qui coûte plus de 1 million d'euros. Alors que dans le même temps, la totalité des associations, ces associations qui bénéficient de subventions, ça ne représente même pas la moitié, à moins de 60 000 €, la totalité des associations. Alors qu'une seule, par honte, va embaucher plus de 100 000 €. 100 000 €. Plus le matériel, plus... Alors, on voit bien effectivement, c'est cousu de fil blanc. C'est un cheval de Troie, c'est un cheval de Troie qui est en marche, eh bien, et la volonté, l'objectif de ce cheval de Troie, c'est la privation totale de la Pointe-Marin. On le voit. Et là, on va se mettre debout. Et on va faire mentir ce proverbe qui dit jamais 203. On va faire ce proverbe qui dit, on va faire mentir ce projet qui dit jamais 203. Parce qu'il n'y aura pas d'autre privatisation de la Pointe-Marin. Parce que je vous rappelle effectivement que le béquet est dans un processus pour réclamer le camping aussi. Donc, je profite de cette occasion qui m'est donnée en tant que cette année natif natal, pour demander aux Saint-Anais d'abord et aux Martiniquais ensuite de se mobiliser. Comme dans le temps, j'avais 14 ans en ce temps-là, en 1994, avec la Satahama. Mobilisons-nous pour faire arrêter cette privatisation qui est en marche, cette privatisation de notre bijou, le bijou de tous les Martiniquais. Arrêtons ça.